Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous avons choisi de mettre à l'honneur la semaine de l'épargne salariale qui débute aujourd'hui et qui dure, comme son nom l'indique, toute la semaine. Cela va également nous donner l'occasion de revenir sur les dispositifs d'épargne salariale et leur intérêt pour les particuliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Bonjour Claire Castanet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également Arnaud Jacoulet, directeur épargne salariale et retraite au sein de l'Association française de la gestion financière, aussi connue sous le nom de l'AFG. Bonjour Arnaud Jacoulet. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également. On va peut-être commencer avec vous, Arnaud Jacoulet. Un petit mot sur cette semaine de l'épargne salariale. Pourquoi cette nécessité de créer une semaine dédiée à l'épargne salariale ? Alors la volonté initiale de la semaine, c'est justement, de l'épargne salariale, c'est de créer un événement pédagogique autour de l'épargne salariale pour expliquer ces dispositifs auprès des salariés et auprès des entreprises pour leur permettre de mieux les comprendre, puisque ce qui ressort principalement, c'était une incompréhension, un sentiment de complexité. Et donc l'objectif ici, c'est de mieux expliquer ces dispositifs dont bénéficient près de 11 millions de porteurs de parts, conformément à nos statistiques. Alors on va revenir sur les chiffres également. Peut-être un mot, Claire Castanet. Le sujet, c'est vraiment de faire de la pédagogie. C'est accéder à des dispositifs qui existent quand même depuis un long moment, qui sont automatiques dans un certain nombre de grandes entreprises. Mais il y a ce sujet d'essayer de les comprendre quand même, de faire de la pédagogie. Oui, cette semaine de l'épargne salariale a été créée par l'autorité des marchés financiers, par la Direction générale du travail, la Direction générale du Trésor, par l'IEFP, la Finance pour tous, et puis l'AFG, puisque l'objectif, c'est de faire de la pédagogie, parce que c'est une épargne utile mais complexe, comme le disait Arnaud. Et à partir de là, nous avons souhaité créer un site de référence qui s'appelle le site épargne salariale, qui permet à chaque épargnant salarié de pouvoir trouver de l'information simple, pratique, pour pouvoir s'y référer. Et de la même façon, pour les employeurs, sur ce site, ils trouvent toute l'information. Parce qu'il y a ce double sujet. Alors là, on va s'adresser plutôt aux particuliers, mais il y a le sujet compréhension côté particulier ou côté entreprise. Des deux côtés, il y a besoin de faire de la pédagogie, finalement. Oui, des deux côtés, il y a besoin de faire de la pédagogie. Pour les particuliers, on met un accent tout particulier au moment de la semaine de l'épargne salariale. Typiquement, l'autorité des marchés financiers va faire un webinaire ouvert à tous le 31 mars, justement pour répondre aux principales questions que nous voyons qui arrivent notamment à notre centre de relations avec les publics ou auprès de notre médiateur. Alors, on va justement revenir sur ces questions. Juste avant, Arnaud Jacoulet, donc vous avez quelques statistiques, quelques chiffres sur l'épargne salariale. Et on voit quand même que même s'il y a un besoin de pédagogie, c'est quand même un dispositif qui est apprécié ou connu, en tout cas, du grand public. Alors, peut-être que c'est effectivement lié à certaines obligations réglementaires dans les grands groupes. Mais en tout cas, on voit que, par exemple, on a 167,6 milliards d'euros d'encours sur les plans d'épargne salariale, les plans d'épargne retraite entreprise. C'est vos chiffres, plus 14% sur un an et plus 7% annuel depuis 2008. Oui. Je cite le premier, je vous laisse citer les autres. Mais globalement, on sent que les dispositifs d'épargne salariale progressent d'année en année. Oui, c'est une enquête qu'on mène au sein de l'AFG auprès des établissements teneurs de compte, donc qui vont tenir les comptes de chacun des salariés qui disposent d'un plan d'épargne salariale ou d'un plan d'épargne retraite. Les chiffres cette année sont bons, puisque les versements s'établissent de l'ordre d'un peu plus de 16 milliards d'euros. On constate une baisse de l'intéressement et de la participation donc, qui ont été générées au sein des entreprises l'année dernière, puisqu'il y a toujours un décalage en épargne salariale. Les sommes qui sont versées cette année en intéressement, au titre de l'intéressement et de la participation sont issues des résultats générés l'année dernière par les entreprises. Et donc en 2021, finalement, on paye les mauvais résultats ou l'incertitude de l'année 2020. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Donc, année pleinement impactée par la crise en 2020, par la crise Covid, ce qui se ressent sur les primes qui ont été a priori distribuées auprès des salariés, puisqu'elles sont en baisse de l'ordre de moins 10 à moins 14%, selon qu'il s'agisse de l'intéressement ou de la participation. Et là où on a le sentiment que les épargnants et les salariés qui disposent de ces plans d'épargne salariale ou de ces plans d'épargne retraite ont bien compris le mécanisme, c'est que le niveau des versements volontaires, donc l'effort d'épargne réalisé par chacun, a augmenté. Et ce qui vient au global compenser la baisse constatée au titre de l'intéressement et de la participation. C'est la preuve finalement que les efforts pédagogiques qu'on peut mener ces dernières années semblent porter leurs fruits, puisque les épargnants ont a priori bien compris comment cela pouvait fonctionner. Ça ne signifie pas en revanche qu'il ne faut pas continuer,
Ça veut dire de nouveaux épargnants qui en bénéficient toujours. Ça veut dire que les épargnants qui bénéficient d'un dispositif d'épargne salariale, finalement, ont pris la main sur ce dispositif, ont compris qu'ils pouvaient en bénéficier et donc faire des versements en plus que ceux qui réalisés par l'entreprise. Exactement. En tout cas, c'est ce que nous permettent de dire ces chiffres-là, qu'ils ont faire ce constat. Et alors, il y a un mot, il y a un chiffre également que je trouve intéressant, c'est que le monétaire ne représente plus que 13% des encours de l'épargne salariale. Donc là aussi, ça veut dire qu'on s'intéresse à ce dans quoi on investit quand on fait des versements sur les dispositifs d'épargne salariale qu'on va définir avec vous, Claire Castanet, dans un instant. Ça, c'est très important, effectivement. En 2013, le monétaire représentait plus de 20% à 21% de l'encours global de l'épargne salariale. Et cette année, c'est seulement 13%, donc c'est une diminution qui est extrêmement importante. Diminution au profit des produits type actions ou diversifiés. Preuve finalement que les épargnants ont compris qu'il fallait diversifier son épargne salariale, que le monétaire ne permettait pas de répondre à toutes les situations. Il permet de répondre à certaines situations, mais n'était pas un choix d'investissement quand on investit à 5 ou 10 ans, à moyen terme par exemple. Et là aussi, c'est une très bonne nouvelle puisque cette diversification, c'est l'un des objectifs pédagogiques qu'on mène au travers de la semaine. Alors, Claire Castanet, on va essayer de faire un petit peu de pédagogie justement pour expliquer, parce que l'épargne salariale, en fait, ça englobe des réalités très différentes. Je vous propose de diviser ça en deux catégories. Dites-moi si j'ai tort ou raison, mais d'un côté, il y a l'origine et de l'autre, il y a les objectifs. Il y a l'origine des fonds, par exemple l'intéressement aux participations, c'est pas exactement la même. Et ensuite, il y a où est-ce qu'on va mettre effectivement ces fonds en fonction de ses objectifs, capitaliser pour sa retraite ou autre, par exemple. Alors, déjà, intéressement et participation, quelles sont les grandes différences entre ces deux dispositifs, Claire Castanet? Alors, côté participation, c'est finalement faire bénéficier aux salariés de la réussite économique de l'entreprise sur le plan comptable. D'accord. L'intéressement, c'est plutôt lié à la performance économique et à l'amélioration, puisque chaque entreprise définit de façon assez libre l'ensemble des critères pour l'intéressement. D'accord. Et les deux vont alimenter finalement des dispositifs, que ce soit le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne pour la retraite, qui répondent à des objectifs de moyen terme, 5 ans pour le PE, ou de long terme, l'objectif retraite pour les épargnants. Donc ils vont alimenter leurs dispositifs. On l'a vu avec les primes d'intéressement et de participation. D'accord. Mais au-delà de cela, il y a l'abondement de l'employeur. Bien sûr, oui. Qui, bien sûr, est un avantage. Bien sûr, oui. Il y a bien évidemment les aspects liés aux frais, puisque dans l'aide qui est apportée, l'employeur peut prendre tout ou partie des frais. Mm-hmm. Ça, c'est donc prise en charge par l'employeur, ça c'est prise en charge par l'employeur. À la décision de l'employeur, j'imagine, à la décision de l'employeur, sauf pour les frais de tenue de compte, où là c'est obligatoire. D'accord. Tous les employeurs doivent les prendre en charge, mais certains vont plus loin, et c'est bien de le savoir et de se renseigner auprès de son employeur. Ce qui permet finalement, une fois que l'on sait comment on peut alimenter, puisqu'il y a aussi les versements volontaires, comme le disait Arnaud, de prendre des décisions au moment où on touche ces primes. D'accord. Quand on touche ces primes, soit on les touche en espèces, mais là il y a des conséquences fiscales puisque c'est imposé sur le revenu, bien sûr. Soit on les verse dans ces dispositifs et on bénéficie d'exonération. Si je reviens sur intéressement et participation, si j'ai bien compris, ça veut dire que participation, donc c'est comptable, il y a un chiffre d'affaires, ensuite il y a un résultat net, éventuellement il y a des bénéfices et c'est là où on va identifier des potentielles redistributions d'une partie de ces bénéfices aux salariés. L'intéressement, c'est plus basé sur la performance, c'est-à-dire que c'est pas juste sur un résultat net ou des bénéfices, mais ça peut être par exemple sur des critères ESG par exemple ou d'inclusion ou autre. Alors je donne cet exemple-là, mais sur des critères définis par l'entreprise elle-même. Par l'entreprise en lien avec les représentants du personnel. D'accord, et les donc par l'entreprise et les salariés. Donc ouais. C'est paritaire, même si en finale, l'objectif c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Alors ça peut être sur un point extrêmement précis, par exemple diminuer le délai fournisseur. D'accord. Oui. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus général qui couvre l'ensemble de l'activité de l'entreprise et des zones de création de valeur finalement, pour dire chaque salarié peut bénéficier du partage de cette valeur créée ensemble. Parce que l'idée, ce serait de dire,
parce qu'on a réussi à atteindre tel objectif sur tel critère. Alors effectivement, on n'a peut-être pas multiplié le chiffre d'affaires de l'entreprise par 2, mais on l'a rendu plus performante sur le long terme. Donc il est normal d'en redistribuer une partie finalement à ceux qui ont permis cette évolution possible. Finalement. Oui, et c'est un facteur de transformation aussi de l'entreprise. Donc facteur de transformation, de redistribution. Et tout cela en aidant les épargnants salariés à se construire une épargne sur le long terme. Et on sait que c'est important de pouvoir rêver aussi et financer des projets futurs, que ce soit du moyen terme ou pour la retraite, où chacun peut être préoccupé par finalement de quoi j'aurai besoin au moment de ma retraite. Parce qu'il y a effectivement 2 dispositifs, après le PE ou le PER. Juste avant, Arnaud Jacoulet, peut-être un petit mot sur l'abondement. Alors l'abondement, c'est, vous allez nous expliquer d'ailleurs ce dispositif, c'est à l'appréciation des entreprises. C'est la possibilité, par exemple, si je mets 100 € sur mon PE ou mon PER, de voir cette somme doublée par l'entreprise ou autre. Ouais. Doublée, oui, exactement. C'est tout à fait ça. L'entreprise va venir compléter les versements qui sont réalisés par le salarié. Et donc, en lien avec les partenaires sociaux, lorsqu'elles négocient le plan d'épargne salariale ou le plan d'épargne retraite, ils vont définir un montant d'abondement qui est au maximum de 3 fois le versement du salarié, et qui est d'un montant, sur le PE, il est un peu plus de 6 000 €, et 3 000 €, pardon, et sur le PERCO, 6 000 €. Et donc, l'entreprise complète ce versement, et c'est extrêmement intéressant, puisque dès lors que le salarié verse, tout de suite, l'entreprise le complète, ce qui permet d'accumuler tout de suite une épargne beaucoup plus importante que celle qu'il aurait initialement investie, épargnée individuellement. Et alors, on comprend bien l'intérêt pour le salarié, pour l'entreprise, du coup, il y a un intérêt derrière Il y a un intérêt si elle veut faire vivre son dispositif, puisqu'à défaut de mettre de l'abondement, notamment dans les dispositifs retraite, on constate que ces dispositifs-là ne sont pas actifs et que les salariés n'y voient pas l'intérêt toujours d'épargner. Donc, il y a premièrement, si on veut faire vivre son dispositif, l'abondement extrêmement important. Deuxièmement, sur le plan fiscal, ce sont des sommes qu'elle va venir déduire de ses résultats, sur lesquels, donc, au final, elle ne viendra pas payer d'impôts. D'accord. Et alors, Claire Castanet, je vous propose de revenir. Donc, j'avais divisé en origine objectif. Donc, effectivement, quand on fait des versements, on peut le faire sur un PEE ou un PER. Quels sont les objectifs de ces 2 véhicules, dispositifs d'épargne salariale quand on fait des versements ? Alors, le PE est centré sur le moyen terme, puisque c'est 5 ans, alors que... C'est bloqué 5 ans. C'est bloqué 5 ans, tout à fait. Et donc, vous pouvez le débloquer au bout de 5 ans sans avoir à justifier quoi que ce soit. D'accord. Il y a, je vais y revenir, quelques cas de déblocage avant 5 ans anticipés. Pour le plan d'épargne retraite, comme son nom le dit très bien, il faut avoir en tête que c'est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage. Alors, ça m'amène à parler des cas de déblocage. Bien sûr, oui. Sur le PE, les cas de déblocage vont être liés à des événements plutôt courants de la vie, un mariage, un Pacs, une naissance, une adoption, l'acquisition de la résidence principale, et puis des cas aussi un peu plus difficiles. Pour le PERCO, c'est limité aux cas plus difficiles de la vie, excepté la résidence principale, qui vaut pour les 2. D'accord. Donc, vous voyez bien la philosophie. D'une part, on constitue son épargne de moyen terme, et s'il y a des événements heureux de la vie, c'est ce qu'on en souhaite le plus, on débloque son épargne, son PE. En revanche, sur des situations plus dramatiques, vous avez ce filet de sécurité du PERCO qui normalement est fait pour la retraite, mais qui peut vous aider face à un décès, une invalidité, ce genre de situation vraiment difficile. Et si jamais je change d'entreprise en cours de route, je conserve mon PE ou mon PERCO et les sommes que j'ai versées dessus ? Alors, vous pouvez conserver d'un côté ou de l'autre, mais avec la loi Pacte, il y a une transférabilité qui a été donnée, notamment sur les nouveaux plans d'épargne retraite, qui facilite les choses, puisque la grande question qui peut se poser, c'est la question de la prise en charge des frais. Les employeurs n'ont pas toujours tout à fait la même politique, donc c'est à regarder de façon très précise. Et sur le PE, quand on quitte son entreprise, on peut récupérer les sommes qui ont été investies sur le PE. C'est un déblocage. Et alors, j'évoquais effectivement les critères de performance et je parlais des critères ESG parce que effectivement, quand on parle d'épargne, quand on parle d'investissement, c'est un sujet qui revient très régulièrement aujourd'hui. Sur le sujet de l'épargne salariale, vous voyez aussi cette transformation arriver. Donc, on sort du monétaire, on va vers plus d'actions, mais aussi on intègre cette idée d'investissement durable. Arnaud Jacoulet, dans votre étude, vous le voyez également ? On le constate et ça a toujours été un des piliers importants de l'épargne salariale. L'épargne solidaire, l'épargne durable ont toujours été deux
deux piliers extrêmement fondateurs en matière d'épargne salariale. Les fonds solidaires, aujourd'hui, c'est plus de 14 milliards d'euros. Donc l'épargne salariale est le premier fournisseur d'épargne solidaire en D'accord. France. C'est important quand même de l'avoir en tête. Et puis, on a maintenant, depuis près de 20 ans, des fonds qui sont labellisés, notamment CIES. CIES, c'est le comité intersyndical de l'épargne salariale. Et ces fonds qui sont labellisés CIES, ils prennent en compte, et ça depuis très longtemps maintenant, des critères de durabilité, les critères ESG, environnement, social, gouvernance, dans la gestion de ces fonds. Donc ce sont des critères qui sont pris en compte par l'épargne salariale depuis maintenant de nombreuses années. Ce qu'on constate, c'est que ça continue. D'accord. Et ça se renforce du fait de la réglementation européenne qui est très importante aujourd'hui. Et on a à peu près 50% de l'épargne diversifiée, je mets l'actionnariat salarié de côté, donc de l'épargne salariale diversifiée qui est investie sur des supports qui sont considérés comme durables, soit article 8, soit article 9 au sens de la réglementation européenne SFDR. Merci beaucoup Arnaud Jacoulet. Je rappelle que vous êtes directeur épargne salariale et retraite au sein de l'AFG. Merci également Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein donc, de l'autorité des marchés financiers de l'AMF. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.